Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la réforme de la facturation électronique. Alors, je vois que les gens se connectent encore. Nous allons commencer d'ici une petite minute. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien ou à défaut nous dire si vous n'entendez pas. Hop, ça se connecte encore. OK pour le son. Eh bien, écoutez, c'est très bien, on va pouvoir commencer. En attendant que les derniers se connectent, on va commencer l'introduction. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire, donc le troisième de la série autour de la RFE. Pour ce troisième épisode, nous allons parler de la délégation à des tiers. Alors, vous voyez sur l'écran que j'ai mis sous-traitance et co-traitance, mais on va voir après dans le sommaire qu'on va peut-être aller un petit peu plus loin dans l'explication. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 personnes, donc Gilles Brunel, qui m'accompagnait lors du précédent webinar sur les notes de frais, donc expert RFE. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et Benoît Doméon, donc expert de la partie bâtiment, puisque quand on parle de sous-traitance et de co-traitance, on a quand même tendance à associer ça au bâtiment. Donc expert bâtiment chez Alticap. Bonjour Benoît. Bonjour à tout le monde. Alors je vais vous présenter un petit peu le sommaire du jour, voir comment ça va se développer. Donc on va faire un point sur la réforme de la facturation électronique à date, voilà, voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est une partie que je vais vous présenter tout de suite. On va ensuite voir que, à partir du cas nominal, qui est le cas classique, hein, de la réforme, on peut aller à plusieurs usages spécifiques de cette réforme. Et puis justement, on fera un zoom sur trois cas des 42 cas spécifiques que la réforme avait prévus, pour tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est co-traitance et les groupements momentanés d'entreprises. Et puis enfin, on finira par vous présenter les deux solutions, en tout cas d'éditeurs, que nous, on propose chez Alticap et qui peuvent vous aider à répondre à ces cas d'usage. Alors, je vois que les gens se sont connectés et tout le monde n'est pas encore ici, mais on va quand même commencer. Alors, un petit point sur la réforme à date. Un point sur le planning surtout, puisque la réforme, comme vous le savez, elle bouge beaucoup. Ce n'est pas qu'une date d'échéance à tenir. Il se passe plusieurs choses. Début 2025, la première chose qui a été faite, la principale chose, ça a été de tester l'annuaire. Donc, vous savez, l'annuaire qui va héberger toutes les entreprises. On va revenir un petit peu dessus juste après pour vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. On a passé une bonne partie du début d'année à tester l'annuaire. Quand je dis on, c'est l'administration, les plateformes agréées, etc. Jusqu'à septembre, où on a vu l'ouverture de cet annuaire. Donc cet annuaire, il est disponible, hein, vous pouvez le consulter en ligne, vous pouvez chercher votre société dedans. Ça vous donnera les informations des sociétés qui sont concernées par la réforme via leur sirène, et puis de savoir si vous avez déjà fait ou non le choix d'une plateforme agréée. C'est une indication qui est sur cet annuaire. Depuis septembre, au niveau du PPF, on fait aussi tout ce qui est test du concentrateur. Donc le concentrateur, hein, c'est pour l'administration fiscale. C'est-à-dire que chaque fois qu'une plateforme agréée va transmettre un flux, il va le transmettre aussi en copie à la plateforme du PPF et qui va concentrer toutes ces données pour pouvoir les transmettre à l'administration fiscale. Donc là, on rentre dans une phase de test qui devrait durer jusqu'à février. Et puis, on a une autre phase de test, une grosse phase enfin plus que de test d'ailleurs. Ça va être la phase d'immatriculation définitive des plateformes agréées. Aujourd'hui, vous le savez, les plateformes agréées sont, je crois, au nombre de 112 à date, si je ne me suis pas trompé. Mais il faut bien savoir que pour l'instant, ces plateformes agréées sont pré-immatriculées. Aujourd'hui, on a commencé depuis septembre une phase d'immatriculation définitive, donc il va falloir valider certains tests, certains prérequis pour pouvoir immatriculer définitivement toutes ces plateformes. Donc ce test va durer pendant 3 mois depuis mi-octobre et puis bien sûr continuera tout au long de cette réforme, hein, tout au long de la vie de la réforme, puisqu'il faut savoir que ces plateformes agréées seront auditées et tous les 3 ans pour pouvoir maintenir cet agrément et cette immatriculation définitive. Et puis enfin, nous allons commencer une grande phase pilote à partir du mois de mars, donc de tests, de tests en réel, hein, avec des échanges entre les plateformes agréées, avec le PPF, avec des entreprises qui seraient volontaires. Donc pour être prêt au 1er septembre 2026. 1er septembre 2026, donc qui est la première échéance obligatoire où toutes les entreprises concernées par cette réforme devront pouvoir réceptionner de la facture électronique. Alors qui dit réception de facture, dit émission aussi. Donc il y a une partie des entreprises, donc les grandes entreprises et les ETI en France,
qui, en même temps, au 1er septembre 2026, eux auront l'obligation d'émission des factures électroniques et du e-reporting. Pour toutes les autres entreprises, les PME, les TPE, l'échéance arrivera 1 an plus tard, au 1er septembre 2027. Donc voilà un petit peu à date où on en est du planning, de ce qui se passe en ce moment. On voit qu'on s'approche. Le 1er septembre 2026, c'est demain, donc il faut se préparer. On peut oublier l'été, on sait comment ça se passe, donc il faut être prêt pour le mois de juin. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, il nous reste grosso modo 6 mois pour bien se préparer. Il vous reste 6 mois pour vous préparer en tout cas à cette réforme. Je vous rappelle rapidement les acteurs, parce que je vous les ai cités en parlant du planning, que vous sachiez quand même. Donc le PPF, la plateforme publique de facturation, ce que je vous ai dit qui était au centre en fait de tout ce système, qui va recevoir en copie tous les échanges qui vont se faire entre les PA. Donc là, via le concentrateur de données, ce qui va lui permettre après de tout transférer à l'administration fiscale. C'est aussi la plateforme publique qui va héberger l'annuaire des entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celle qui héberge donc toute la liste des entreprises concernées par la réforme avec leur numéro de sirène, leurs établissements, savoir s'ils ont fait le choix d'une plateforme agréée. Évidemment, je crois qu'il y a un décalage, voilà. Évidemment, les plateformes agréées que vous allez utiliser pour la transmission des factures électroniques et du e-reporting. Donc eux, ils se chargent justement de transmettre et de réceptionner les factures et les flux e-reporting. Et puis c'est bien eux qui envoient une copie à l'administration fiscale, donc au concentrateur via le PPF. En troisième, nous avons les solutions compatibles. Donc les solutions compatibles, ce sont vos outils de facturation, de comptabilité, de dématérialisation. C'est eux qui vont produire la facture électronique. Ce n'est pas eux qui la transmettent. La transmission passe bien par l'APA. Mais les solutions compatibles, elles, doivent pouvoir générer la facture électronique ou intégrer de la facture électronique. Voilà. Je ne vais pas plus loin dans l'explication parce qu'on le rappelle à chaque webinaire, mais c'est important de savoir que ces 3 acteurs-là sont les acteurs clés. Je vous ai parlé de flux de factures électroniques et puis de e-reporting. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe 2 flux de cette réforme, le flux e-invoicing, donc la facture électronique en anglais, et le e-reporting. Ces 2 flux, en fait, comprennent finalement 5 flux. Le premier flux, celui dont tout le monde parle, évidemment, c'est le B2B domestique. Donc, entre entreprises françaises assujetties, il va y avoir des échanges de factures électroniques, ce qu'on disait tout à l'heure. Le B2J, entre les fournisseurs et les entités publiques. Donc là aussi, ce sera sous forme de facture électronique. C'est un peu ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec Chorus Pro. Et puis la partie e-reporting, elle aura 3 parties. Une partie de tout ce qui est vente et achat international, donc hormis les imports de biens. Donc dès qu'on a du B2B à l'international, ça devra être déclaré dans le e-reporting. Toutes les transactions au non assujettis, donc ce qu'on appelle le B2C, fera l'objet d'un autre e-reporting. Et enfin, un troisième e-reporting qu'on appelle le e-reporting de paiement, qui lui concernera essentiellement les acomptes, les factures en TVA sur encaissement. Vous voyez qu'avec 2 flux, finalement, on a 5 flux possibles qu'on va avoir durant cette réforme. Si on rentre dans le cas nominal, donc ce que je vous dis, le cas classique d'échange de flux, on va avoir donc tous les acteurs que je vous ai cités juste avant. Donc on va avoir les entreprises, donc l'entreprise fournisseur à gauche avec sa solution compatible et sa plateforme agréée. Sur la partie droite, une entreprise acheteuse, pareil, avec une solution compatible et une plateforme agréée. Au milieu, dans le petit carré violet, on a bien le PPF, donc qui héberge l'annuaire et qui a le concentrateur de données pour pouvoir envoyer à l'administration fiscale. Puis au milieu de tout ça, on a PayPal, donc qui est le réseau d'interopérabilité entre toutes ces plateformes, qui est un peu le garant, le gendarme de toute cette réforme. Si on regarde un flux classique, on va avoir d'abord un flux e-invoicing, matérialisé avec cette flèche violette. Donc mon fournisseur, via sa solution compatible, va générer une facture électronique, un flux e-invoicing vers sa propre PA. Cette PA va transférer cette facture à la PA de l'entreprise acheteuse, qui elle-même va l'intégrer dans sa solution compatible. En parallèle de ça, la plateforme agréée de l'entreprise fournisseur va émettre aussi une copie de ces flux vers le PPF dans le concentrateur pour qu'il puisse le donner à l'administration fiscale. Et puis en jaune, on va se retrouver aussi avec des flux donc e-reporting, ce que je vous ai présenté juste avant. Donc là, ils peuvent venir de l'entreprise fournisseur à gauche ou de l'entreprise acheteuse à droite. Toutes les deux vont envoyer ces flux reporting vers leur propre PA, et ces PA vont envoyer tout ça au concentrateur.
Donc là, vous avez vu ce que c'était, on va dire, ce qu'on appelle le cas nominal, hein, un cas classique, mais il faut savoir qu'il existe beaucoup d'autres cas. Il y a des cas d'usage, il y en a quand même au nombre de 42. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup de tiers qui viennent s'immiscer, on va dire, dans ce schéma. Donc, je vous propose qu'on en parle tout de suite avec Gilles. Gilles, je te passe la parole. Eh bien, bien volontiers. Donc, ce que vient de vous présenter Sébastien, c'est le cas nominal d'une transfert effectivement de facture et de e-reporting. Ça, c'est le cas effectivement, j'allais dire classique, d'une facture qui est émise entre un vendeur et un acheteur, un fournisseur et un client. Mais il faut savoir qu'en France, nous ne sommes pas dans des cas souvent simples, nous sommes souvent dans des cas des plus compliqués, de par notre législation, de par notre historique, de par nos méthodes de travail. Et donc, on a au niveau de la réforme eu une identification des tiers qui peuvent intervenir dans cette chaîne au sens large de facturation. Il faut savoir que côté vendeur, on peut avoir d'autres tiers qui interviennent. La réforme en a identifié 4 grands types, ce qu'on appelle l'agent de vendeur, le vendeur lui-même bien sûr, le facturant et le bénéficiaire effectivement qui va donc recevoir le paiement. De l'autre côté, côté achat, on identifie dans la réforme 4 types de tiers, l'acheteur lui-même, l'agent d'acheteur, le adressé A, on va voir que c'est le facturé A exactement, et le payeur. Donc, ce que vous remarquez, c'est que au-delà de la simple gestion classique nominale effectivement des factures, on peut avoir effectivement à différents niveaux des tiers qui sont effectivement des tiers qui sont rattachés d'un côté ou de l'autre, soit au vendeur, soit à l'acheteur dans le process effectivement d'échange. Vous remarquerez aussi que dans cette partie effectivement d'échange, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du système de gestion de l'entreprise, ce qu'on appelle donc les solutions compatibles, votre ERP, votre logiciel de facturation, votre logiciel de comptabilité. Donc c'est bien effectivement à ce niveau-là qu'il va falloir identifier ces tiers qui sont effectivement ensuite transmis dans les flux qui vont passer de PA à PA, de plateforme agréée vers une autre plateforme agréée, bien entendu. Vous remarquerez aussi que les statuts du cycle de vie, donc ce qu'on appelle les statuts du cycle de vie, qui permettent effectivement de savoir où se trouve la facture, si elle a été payée, si elle a été rejetée, si elle a eu une gestion particulière, sont aussi transmis à ces tiers. Donc ces tiers sont concernés par les factures elles-mêmes parfois, mais surtout aussi par les cycles de vie. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ces tiers et je vais vous montrer sur le slide suivant que ces tiers sont indispensables pour gérer certains cas d'usage. Donc, comme Sébastien vous le disait, il y en a 42 qui ont été identifiés aujourd'hui, 42 cas d'usage. Vous n'êtes sûrement pas concerné par tous les cas d'usage, heureusement, mais peut-être que votre entreprise est concernée par 2, 3, 4 ou 5 cas d'usage qu'il va bien falloir effectivement identifier et gérer. C'est ça surtout qui est important. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la réforme de la facture électronique en France se base sur un modèle qui est le modèle EN 16931, qui est le modèle européen, qui est une norme d'échange européenne. Cette norme d'échange, elle est relativement basique, relativement simple. Grosso modo, elle est faite pour facturer une opération à la fois. Je fais une commande, je suis livré et je suis facturé. Il est bien évident que ce format-là est trop faible, trop limitant pour tous les cas d'usage que l'on connaît en France. Donc, pour que la réforme puisse être bien gérée, a été rajouté en France un profil de transmission de données qu'on appelle le profil Extend CTCFR, qui permet effectivement, au-delà de la norme européenne, de rajouter en fait de compte les champs qui sont nécessaires pour pouvoir effectivement faire ces transmissions spécifiques. Et donc, on a notamment 5 grands tiers qui sont effectivement identifiés dans ces cas d'usage. Le facturant, parce que nous pouvons avoir en France des gens qui sont des facturants différents du vendeur, ça peut arriver. Et donc, si effectivement vous avez un facturant, il va falloir qu'il soit identifié dans le circuit et notamment dans le flux de données qui va partir. On peut avoir aussi des agents de vendeurs, donc des gens qui interviennent, des tiers qui interviennent au nom du vendeur et qui sont chargés de la vente. Donc, on le retrouve dans différents secteurs, dans l'immobilier ou autre.
Et vous pouvez effectivement être à la fois agent de vendeur et à la fois facturant, ou les deux à la fois, bien sûr, si besoin était. On retrouve aussi ces agents de vendeurs sur des marketplaces. On peut avoir aussi des tiers qui sont identifiés dans la norme par l'adressé A. Le adressé A, il faut le traduire comme étant le facturé A. En clair, je peux avoir une entreprise qui est donneur d'ordre, qui passe une commande, mais qui demande à ce que la facture soit adressée à la société mère, par exemple. Eh bien, ce facturé A, ce sera la société mère qui sera donc effectivement le destinataire de la facture. Ce n'est pas lui qui a été le donneur d'ordre, mais c'est celui qui va être facturé et qui agit pour le compte de l'acheteur, bien entendu. On peut aussi avoir des agents d'acheteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un agent d'acheteur? C'est un tiers qui va effectivement être dans le circuit effectivement de transmission pour pouvoir notamment apposer un statut de traitement, une approbation, une mise en litige, etc. Dans le bâtiment, par exemple, ça peut être un maître d'œuvre qui a pour but de valider l'ensemble des opérations et des factures qui soient transmises à l'acheteur final. Il agit pour le compte de l'acheteur final. Et enfin, bien entendu, il peut y avoir aussi un payeur, ça c'est très spécifique bien sûr aussi à la France, qui est donc celui qui va être le payeur de la facture, qui n'est pas forcément ni celui qui a passé commande, ni celui qui est, on va dire, adressé à, mais c'est la société, par exemple la maison mère, qui va effectivement être le payeur, ou la société de trésorerie qui va payer effectivement pour ses filiales, ou bien, dans le cas de la sous-traitance, on verra aussi qu'il peut y avoir un payeur qui est différent entre la société qui fait la sous-traitance et le client final. Donc, ces cas d'usage sont très importants et nécessitent donc de gérer des tiers qui sont effectivement au-delà de la simple gestion effectivement de ce qu'on connaît dans la norme européenne. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a dans les flux que vous allez adresser une base qui est bien sûr la structure européenne, mais attention, il y a au-dessus de cette norme une extension de la norme, on va dire, qui est spécifiquement française. Si tu veux bien. Voilà. Donc 42 cas d'usage, on ne va pas les lister parce qu'ils sont relativement nombreux et ça demanderait beaucoup de temps, mais sachez effectivement qu'il faut les lister, vous, dans votre entreprise, et de voir lesquels vous concernent. Donc il y a des cas d'usage qui sont très, très, très connus, style la facture d'acompte, style la facturage, style l'autofacturation, style les notes de frais dont on a parlé une dernière fois, mais il peut y avoir d'autres cas qui sont très spécifiques, et on va donc en détailler certains cet après-midi, et vous allez voir qu'on va s'intéresser à 3 cas d'usage les plus emblématiques. Alors, le premier cas d'usage qu'on va essayer de traiter, c'est celui de la sous-traitance. Donc la sous-traitance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs d'activité, bien entendu le BTP, mais on peut le trouver dans l'informatique ou autre. La sous-traitance fait intervenir en fin de compte 3 acteurs. Donc, on va les voir. Le premier acteur, c'est le sous-traitant, et au sens large, les sous-traitants quand on est sur un dossier complexe. Il y a ce qu'on appelle le titulaire du contrat, celui qui a négocié le contrat avec le client final. Et le client final, bien sûr, qui est considéré comme étant, bien sûr, l'acheteur. Donc, dans la sous-traitance, on a bien 3 grands types d'acteurs, les sous-traitants, le titulaire du contrat et le client acheteur. Et on a dans ce système-là un système, effectivement, où le sous-traitant est responsable vis-à-vis, effectivement, du titulaire du contrat, et le titulaire du contrat est responsable, bien sûr, par rapport au client final. Donc, que va faire le sous-traitant? Le sous-traitant, il va générer là où les factures qu'il doit effectivement émettre vers le titulaire du contrat, et il peut générer ces factures avec ou non cette notion d'auto-liquidation de la TVA, si bien sûr il est concerné. Et si ce sous-traitant a une délégation de paiement entre lui et l'acheteur final, eh bien, il va pouvoir demander effectivement le paiement de sa facture directement au client final. Dans la réforme, il y a un statut spécifique, c'est le fameux cycle de vie 224, qui va permettre de demander directement effectivement à l'acheteur le paiement d'une facture de sous-traitance. Et en retour, bien entendu, il aura effectivement le paiement de cette facture. Le titulaire du contrat, lui, il va établir là où les factures au client final en intégrant le contenu de sa propre prestation,
mais aussi des prestations qui lui ont été facturées par les sous-traitants. Donc le titulaire du contrat va générer des factures plus globales, plus d'ensemble, et il va demander effectivement le paiement du solde dû entre le montant global de la facture qu'il émet, moins la part de sous-traitance qui sera directement payée par le client final. Et le client final, bien sûr, lui va recevoir la facture ou les factures du titulaire du contrat avec les mentions adéquates. Il aura notamment dans les pièces jointes qui seront à l'intérieur de cette facture la trace des factures de sous-traitance pour avoir bien sûr le lien correspondant à ce qu'on lui demande de payer par ailleurs. Et il va régler là où les factures du titulaire du contrat et aussi les factures de sous-traitance s'il y a délégation de paiement. Donc dans la sous-traitance, la mécanique qui a été mise en place est une mécanique à 3 niveaux, entre le sous-traitant qui émet bien effectivement ses factures auprès du titulaire, qui lui les intègre et les met à disposition du client final, peut, s'il a une délégation de paiement, de pouvoir demander directement le paiement au client final, et le client final va bien sûr, en retour, après validation des factures, payer effectivement à la fois le titulaire et le sous-traitant, ou les sous-traitants au sens large. Donc il y a bien 2 circuits de facturation et de paiement dans la sous-traitance. On va prendre un cas concret, ça sera plus explicite. On va imaginer qu'on a un sous-traitant qui émet une facture numéro 1. Il va effectivement, dans ce flux de factures, identifier que le vendeur, c'est lui-même, que l'acheteur, ce sera le titulaire du contrat, et que le payeur sera effectivement le payeur, le client final, en fin de compte, directement, si c'est bien le payeur effectivement qui est indiqué au niveau du client final. Il va émettre une facture qu'on appelle une facture S5, une facture dite de sous-traitance, avec bien entendu la référence du projet, la référence du lot éventuellement, tous les éléments nécessaires à l'identification de ce qui est facturé, le montant, et s'il fait de liquidation de TVA, il indiquera des mentions spécifiques qu'on appelle auto-liquidation de TVA et un code EXO-TVA qui est un code normé au niveau effectivement de cette facture. Cette facture va partir vers le titulaire et le titulaire va donc l'intégrer dans sa facture globale récapitulative. À côté de cette facture, il va pouvoir émettre donc ce qu'on appelle une demande de paiement. En l'occurrence ici, si c'est une facture de 20 000 €, il va faire une demande de paiement direct au client final de 20 000 € par ce qu'on appelle un statut spécifique, donc un message spécifique. Et le client final va réceptionner cette demande de paiement qui sera effectivement à mettre en lien avec la facture numéro 2 du titulaire qui va indiquer dans les pièces jointes la facture des sous-traitants. Le titulaire, lui, va bien être le vendeur par rapport au client final, va avoir comme acheteur le client final, bien entendu, avec l'identification du payeur. L'identification du payeur est une identification aux normes françaises, à la norme française, on va dire. Il va indiquer, bien entendu, le montant TTC de la facture globale, dans l'occurrence ici 110 000 €. Mais sur ces 110 000 €, il va y avoir effectivement une part qui aura déjà été considérée comme payée, puisque c'est la part qui revient au sous-traitant directement. Là, on est dans un cas où il y a donc effectivement une demande de paiement direct. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la facture globale est bien de 110 000 €, moins les 20 000 qui seront directement payés au sous-traitant. Donc, le net à payer, le différentiel entre les 110 000 moins les 20 000, c'est-à-dire 90 000 €. Le client final, que va-t-il faire? Il va réceptionner la facture 2 et les pièces jointes, donc toutes les factures de sous-traitance que je peux appeler ici F1. Elles seront des pièces jointes qui pourront justifier effectivement le paiement du client final vers les sous-traitants. Il va donc valider ces factures, il va réaliser les paiements, le paiement direct du sous-traitant pour 20 000 € et le paiement du titulaire pour 90 000 € dans l'exemple qui est ici sous les yeux. Donc voilà comment va fonctionner cette mécanique. Il est bien évident que cette mécanique nécessite effectivement de monter un dossier au sens large à chaque affaire, de manière à bien avoir l'ensemble des opérations qui seront effectivement inclus dans ce process. Si on va un tout petit peu plus loin, juste après, Sébastien, voilà. Vous avez effectivement là sous les yeux l'ensemble
Non, juste revenir. Voilà. Ouais, ça. L'ensemble du process tel qu'il est décrit effectivement par la commission AFNOR. La commission AFNOR a décrit tout ce process. Alors, il ne faut pas le connaître par cœur pour vous, mais il faut bien comprendre que les acteurs qui jouent effectivement aujourd'hui dans le bain de la réforme, c'est-à-dire effectivement les sociétés qui éditent des logiciels, celles qui vont être les PA, celles qui servent effectivement d'intermédiaires, ben, toutes vont être obligées de gérer effectivement tout ce circuit, et notamment les statuts, puisque derrière effectivement ce que je vous ai montré, il est bien évident que chaque acteur aura connaissance de la situation globale du dossier, on va dire, grâce à ces statuts, et notamment le statut payé, payé encaissé. Ce qui veut dire aussi que l'administration attend, bien entendu, pour clore le dossier, d'avoir effectivement le statut encaissé sur l'ensemble des traitements qui ont été faits dans ce cadre de sous-traitance. Vous aurez ces slides, donc vous pourrez revenir dessus. C'est le cas numéro 13 qui est identifié par la commission AFNOR. Cette sous-traitance, elle nécessite effectivement plusieurs obligations. D'abord, il faut avoir une solution informatique capable de gérer les factures avec tous les champs spécifiques. Donc, il y a vraiment des champs spécifiques dans ce cas-là, et notamment des cas qui sont spécifiques, comme je vous le disais, à la France. Donc, ils sont spécifiques effectivement à cette gestion spécifique que l'on a effectivement pour la sous-traitance en France. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir utiliser une plateforme agréée en émission-réception qui est capable de gérer toute la chaîne de transmission des factures avec les pièces jointes et les statuts. Il y a notamment deux particularités dans la sous-traitance. Le fameux statut 224, qui est la demande de paiement direct à l'acheteur, et le fait qu'il faut aussi gérer un statut particulier qui est paiement transmis d'une facture F2 via le paiement direct de F1. C'est-à-dire dire effectivement que l'on a déjà payé une partie de la facture par un paiement direct qui est justifié auprès du sous-traitant. Donc ça veut dire aussi là, que toutes les plateformes agréées ne seront pas forcément capables de gérer ce cas de sous-traitance. Attention, donc il y a une vigilance importante à ce niveau-là. Il faut bien entendu aussi pouvoir gérer le statut de demande de paiement direct émis par le sous-traitant sans avoir la facture à laquelle elle se rattache. Vous pourrez donc avoir en tant que client une demande de paiement direct qui arrive, mais vous n'avez pas encore la facture auquel elle se rattache. Donc ça veut dire qu'il faut savoir jongler au niveau de l'informatique de son entreprise pour faire le lien entre le paiement reçu et la facture qui va être émise ensuite dans la facture F2. Et enfin, il va falloir aussi avoir une gestion fine des accès et des autorisations d'accès de tous les tiers concernés, c'est-à-dire le facturant, le bénéficiaire, le maître d'œuvre éventuellement. Et on conseille d'avoir, notamment pour ceux qui vont utiliser cette logique de sous-traitance, d'avoir une adresse de routage spécifique pour recevoir ces factures, comme par exemple le sirène de l'entreprise et un suffixe qui serait par exemple sous-traitance. Pourquoi le faire ? Pour isoler en fin de compte les flux de factures sous-traitance, pour mieux les identifier, les rattacher à une affaire et pouvoir bien entendu les traiter au sein d'une entreprise. Voilà ce que l'on peut dire sur la sous-traitance à ce jour, qui est quelque chose qui continue à être travaillé dans les réunions de commission AFNOR. Un autre cas qui est aussi très très fréquent, que l'on retrouve, c'est de la co-traitance. Donc là, c'est un petit peu différent. Il n'y a plus un titulaire de l'affaire, du dossier, mais il y a trois acteurs qui sont le ou les co-traitants, bien entendu, le mandataire, qui est lui-même souvent un co-traitant, mais qui est celui qui est le chef de file un petit peu des co-traitants, qui est un petit peu le responsable des co-traitants, et l'acheteur final, bien entendu, qui est toujours là présent dans le système. Quelle est la différence ? La différence, c'est que le co-traitant va directement générer et transmettre ses factures à l'acheteur. Donc là, il n'y a aucun problème, il y a un lien direct entre le co-traitant et l'acheteur. La seule chose qui va être impactante dans le process, c'est que le mandataire devra viser les factures qui ont été générées. Donc il y a une notion de visa qui va être apposée par le mandataire pour dire OK, la facture est bien conforme à ce qui a été prévu dans le contrat. Et le mandataire, qui est lui-même un co-traitant, va aussi émettre sa ou ses propres factures auprès de l'acheteur, sachant qu'il les vise lui-même, bien entendu. Là, il n'y a pas de deuxième visa à mettre en place.
L'acheteur va recevoir donc effectivement ses factures des co-traitants et du mandataire. Il va bien entendu les valider et les traiter pour effectivement faire le règlement auprès de chaque sous-traitant, auprès de chaque co-traitant, pardon, et auprès du mandataire, bien entendu. Donc la gestion est beaucoup plus linéaire, on va dire, dans ce système. La seule complexité, c'est le visa des factures par le mandataire. On va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple d'une facture d'un co-traitant qui est une facture numéro 1, qui est donc le vendeur. L'acheteur est le client final. Donc là, il n'y a aucun problème. On va identifier donc quel est le client final prévu dans le dossier. Et le payeur, bien entendu, qui peut être lui différent si jamais le payeur n'est pas lui-même le client final. On va avoir un cas particulier dans cette logique de co-traitance, c'est qu'il va falloir identifier dans la facture émise ce qu'on appelle l'agent de vendeur. Donc l'agent de vendeur, c'est le mandataire, c'est celui qui va faire le visa sur les factures émises. Donc vous voyez que c'est un code d'extension français qui va bien identifier quelle est l'identité du mandataire. Donc ce sera essentiellement par le sirène qu'on va identifier bien sûr ce mandataire. Le cadre, c'est-à-dire que c'est bien une facture de prestation, de service. La référence, le lot, enfin tous les éléments propres au dossier et à l'affaire concernée. Le montant de la TVA, le montant TTC, le montant déjà payé, le net à payer. On est sur un cas classique d'une facture émise classiquement auprès d'un client final. Le mandataire, lui, va viser ses factures venant des co-traitants et lui-même va être capable d'émettre une facture avec quasiment les mêmes caractéristiques que celui d'un co-traitant, puisqu'il est lui-même considéré comme étant co-traitant. Et dans l'exemple que l'on a fait ici, on a mis par exemple un montant de 110 000 euros TTC avec 10 000 euros de TVA, un montant déjà payé à zéro et le net à payer de 110 000 euros. Conséquence, le client final va recevoir les factures 1 et 2, les factures 1 visées par le mandataire et les factures 2, avec les pièces jointes visées par le mandataire, si besoin est. Dans les pièces jointes, on peut avoir toutes les notions de décompte récapitulatif du projet, avec tout le détail qui peut être transmis, puisque l'on peut effectivement, au niveau des factures et des flux, émettre des flux jusqu'à 100 mégas de données. Donc 100 mégas, c'est quand même relativement volumineux. Et bien entendu, le client final va directement payer le mandataire pour sa facture à lui et tous les co-traitants pour chacune des factures des co-traitants. Donc la co-traitance, à part ce cas du visa des factures, est quelque chose de relativement plus classique par rapport, j'allais dire, au cas nominal. Quelques petites particularités quand même, c'est que vous avez là le schéma complet qui est effectivement défini au niveau de la norme AFNOR, et vous voyez qu'en plus de ce que je vous ai dit précédemment, il y a aussi toute la notion des statuts de paiement, paiement transmis, paiement encaissé notamment. Donc l'objectif, bien entendu, étant qu'on aille jusqu'à la fin, jusqu'à la notion effectivement de transmission du statut encaissé auprès du portail public de facturation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On a une petite question, je pense qui est bien de la poser tout de suite et pas à la fin, de Véronique qui demande si le co-traitant envoie directement sa facture au client final, à quel moment et par quel biais le mandataire l'avise-t-il? Comment il fait ce vise de facture? Voilà. En fin de compte, le mandataire, il faut qu'il ait un accès à ce qu'on appelle la plateforme agréée de l'acheteur. La facture va bien partir de l'émetteur, donc l'émetteur, c'est bien le co-traitant. Elle va arriver jusqu'à l'acheteur et elle va arriver, donc, effectivement, puisqu'on est sur une opération classique, elle va bien arriver sur la plateforme agréée de l'acheteur. Et le visa à apposer, c'est un visa à apposer par le mandataire, mais il faudra que le mandataire ait un accès à la plateforme de réception de l'acheteur. D'accord? Donc, c'est ce que j'indique juste après. Slide d'après, si tu veux bien. Ouais. Et hop, j'ai perdu ma souris, c'est bon. Voilà, donc la gestion de la co-traitance, elle nécessite effectivement plusieurs contraintes. La première, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure aussi pour la sous-traitance, de utiliser une solution informatique capable de générer ces factures avec tous les champs spécifiques. Et ce fameux profil français, Extended CTC France, d'utiliser une plateforme agréée en émission et surtout en réception, capable de gérer toute la chaîne de transmission des factures avec les pièces jointes, y compris le fameux statut
214, qui est le statut visé, facture visée. D'accord? Donc, le visa va s'apposer sur la plateforme de réception de l'acheteur, et c'est donc le tiers qui va être responsable du visa, qui devra se connecter pour aller viser chacune des factures. D'accord? Et donc, il va bien falloir que les autorisations des tiers, et notamment l'agent de vendeur, le facturant, le bénéficiaire, le maître d'œuvre, s'il y en avait un, soient capables d'accéder effectivement à cette plateforme de l'acheteur et soient capables effectivement de pouvoir apposer les visas correctement, effectivement, pour dire OK, la facture est correcte et je la vise au nom du dossier de l'affaire qu'on a négocié ensemble. Là aussi, il est souhaitable que sur cette plateforme de réception, la plateforme de l'acheteur, il y ait une adresse de routage spécifique, comme par exemple le sirène de l'entreprise et un suffixe co-traitance. Pourquoi? Tout simplement pour isoler ces flux et pour que ces flux soient bien effectivement mis à disposition, par exemple, de la personne qui va viser tout simplement effectivement les factures. Donc ça demande un petit peu de sécurité, de contrainte, pour que ce ne soit pas n'importe qui puisse effectivement y accéder, bien entendu. D'où l'importance de bien choisir sa plateforme agréée. Voilà, d'où le fait Parce que effectivement que toutes toutes les ne pourront pas plateformes tout ne faire. seront pas capables de le faire, tu as entièrement raison Sébastien, et donc il va falloir surtout avoir une plateforme qui est bien capable de gérer ce cas de co-traitance, avec notamment effectivement le fameux statut visé qui est spécifique. Autre cas qui nous intéresse aussi, c'est un cas qui est plus récent, qui a été identifié récemment, qui a fait l'objet de travaux qui ne sont pas encore finalisés côté AFNOR, mais c'est la façon de gérer ce qu'on appelle un groupement momentané d'entreprises. On appelle ça aussi des sociétés en participation, c'est-à-dire que plusieurs entreprises se regroupent d'une manière, j'allais dire, provisoire, pour pouvoir proposer ensemble à un acheteur, effectivement, une prestation globale. Donc, généralement, ces fournisseurs se regroupent sous forme d'une société en participation, qui est une société qui n'a pas réellement de statut, qui est simplement effectivement un groupement, comme on dit, momentané. Il désigne ses membres un gérant. Donc le gérant, c'est celui qui va effectivement prendre, j'allais dire, le leadership sur cette société un petit peu fictive en participation. Et ce gérant va être le responsable un petit peu du projet par rapport notamment à l'acheteur et par rapport au mandataire. Donc, dans cette mécanique, il y a 4 acteurs principaux. Il y a les fournisseurs qui vont réaliser les travaux, qui vont générer les factures vers la SEP, vers la société en participation. Il va y avoir le gérant de la SEP qui va lui gérer effectivement toute cette mécanique d'achat et de vente au nom de la société en participation, au nom du groupement. Et ce gérant va pouvoir lui-même être le responsable qui va générer la facture au client final et qui va agir au nom du mandataire. C'est-à-dire qu'en fait de compte, l'acheteur ne voit que un mandataire, celui qui est responsable du projet, on va dire au sens large du terme, et ce mandataire, effectivement, a fait confiance à une SEP, une société en participation, pour réaliser l'ensemble du projet. Donc il y a une mécanique un petit peu particulière dans cette société en participation, c'est que d'un côté, nous avons toute l'activité de production et de gérance de la SEP, et de l'autre côté, nous avons une gestion administrative entre le mandataire et l'acheteur final pour pouvoir gérer effectivement à la fois la facturation globale et le règlement en retour, bien entendu, de cette facture émise. Donc ces 4 acteurs sont vraiment très clairs. Il y a tous les fournisseurs qui font partie de ce groupement provisoire. Il y a un gérant qui va gérer effectivement et qui va gérer l'ensemble du projet sur un plan comptable et qui va donc être le leader, j'allais dire, du projet, et qui va agir lui-même en tant que responsable, en tant que, on va dire, au nom du mandataire pour facturer le client final. Donc généralement, il y a une seule comptabilité qui est tenue, qui est une comptabilité spécifique pour gérer effectivement toute cette activité-là, et qui est gérée simplement, on va dire, d'une manière provisoire, d'une manière labile. L'acheteur ne voit que le mandataire,
et le mandataire ne connaît que le gérant de la SEP. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et la norme AFNOR a découvert ce cas, on va dire, qui est le cas numéro 37, si vous voulez l'identifier dans la liste des cas. Et ils ont commencé à travailler sur la mécanique qu'il fallait mettre en place. Donc, sur la slide suivante, on va juste voir effectivement le travail qui sont déjà faits, avec effectivement l'identification du fournisseur, de l'acheteur, du gérant de la SEP et du mandataire. Mais vous voyez que c'est moins finalisé encore que ce qu'on a vu tout à l'heure sur la sous-traitance et la co-traitance. Par contre, c'est quelque chose qui existe, hein, cette société en participation ou sous groupement, comme on dit, momentané d'entreprise, et qu'il va falloir gérer, puisqu'il faut bien effectivement que cette mécanique soit effectivement mise en route pour que vous puissiez effectivement faire à la fois d'un côté fournisseur les prestations et facturer, et de l'autre côté, bien sûr, que l'acheteur puisse effectivement payer en retour les prestations qui sont dues. Donc, ce cas numéro 37 est un cas récent, hein, c'est sorti le 31 octobre, donc à peine il y a quelques jours, et ils sont en train effectivement de le finaliser pour la prochaine parution effectivement qui aura lieu en janvier, fin janvier 2026, pour bien préciser les contours et les actions de chaque tiers concerné par ce mécanisme. Ils sont au nombre de 4. Ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'il faut absolument que la gestion de cette société en participation nécessite là aussi d'utiliser une solution informatique capable de gérer toute la partie facture et surtout, de bien gérer effectivement une comptabilité spécifique à ce groupement momentané d'entreprises. Il est conseillé aussi de mettre en place une adresse de routage spécifique pour cette société en participation, avec une adresse de routage spécifique, tout simplement pour isoler dans les flux les factures qui vont arriver des fournisseurs au titre de l'activité de la CEP qui a été montée pour une affaire donnée. D'avoir une comptabilité spécifique pour cette CEP avec un suivi de TVA propre. Alors pourquoi ça va être compliqué? Parce que tout simplement, on a une activité du gérant qui est à la fois acheteur et vendeur, puisque le gérant, c'est lui-même un fournisseur généralement. C'est celui qui est un peu le leader du projet, mais qui est aussi acteur du projet, qui agit d'un côté, effectivement, en tant que responsable de toute cette partie achat et vente côté fournisseur, mais qui agit aussi en tant que facturant au nom du mandataire. Donc, il a plusieurs casquettes, on va dire. Donc, c'est un rôle très, très important dans la mécanique de ces sociétés en participation. Et enfin, il va bien falloir aussi gérer les accès avec des autorisations, notamment les droits d'accès du gérant à la plateforme du mandataire, puisque c'est lui qui va bien être obligé de valider effectivement les factures qui vont être émises, et aussi pour le mandataire, celui qui a passé contrat avec le client final, pour bien entendu le suivi des factures et des statuts. En pratique, ce cas ne pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est qu'on aura un très gros décalage entre ce que va enregistrer l'administration en termes de TVA et de pré-remplissage, notamment effectivement de la CA3, et ce qui va être la réalité des choses, puisqu'en fin de compte, la TVA ne sera pas effectivement, elle ne va pas être gérée effectivement par le mandataire, elle va être gérée essentiellement par la CEP, et donc c'est la CEP qui va être surtout effectivement impactée pour la partie TVA. Voilà pour cette partie du cas numéro 37. Merci beaucoup, Gilles. Alors, on va passer la main à Benoît, du coup, pour finir la présentation, et puis vous montrer les solutions éditeurs qu'on peut avoir. Alors là, je parle bien de solutions compatibles, hein, pas forcément de plateformes agréées, mais quelles solutions compatibles on peut avoir pour répondre à ces cas d'usage. Voilà, donc effectivement, chez Alticap aujourd'hui, nous proposons 2 solutions pour nos clients du bâtiment, à savoir une première solution qui est Sedge Batigest. Donc, tous les clients qui ont Sedge Batigest aujourd'hui ne disposent pas du pack conformité. Donc, c'est un pack que l'on va proposer au début de l'année prochaine pour répondre aux différentes problématiques de la RFE. Donc, tout à l'heure, Sébastien nous parlait de l'annuaire. Eh bien, avec ce pack conformité, avec Sedge Batigest, on va pouvoir contrôler les données selon le type de client. Donc, si le client est une entreprise, on va vérifier son SIRET, on va vérifier l'adresse, le code postal, la ville,
On va donc contrôler tous ces champs obligatoires. Et donc, Batigest, avec le pack conformité, va avoir un accès à l'annuaire des entreprises. L'intérêt, c'est que lorsque vous créerez un client, donc une entreprise dans votre annuaire Batigest, vous n'aurez qu'à saisir une partie de ces informations comme le SIRET et automatiquement, toutes les informations remonteront dans Batigest. Donc, vous verrez, ça va être une action qui sera très agréable à réaliser. Il y aura donc un assistant de mise en conformité qui permettra de réaliser un état des lieux du dossier et des données tiers, donc de réaliser des mises à jour de tiers. Donc imaginez que vous ayez une base client de 1000 clients, eh bien vous pourrez aller sur chacune des fiches tiers qui seront marquées en rouge pour les mettre à jour afin qu'elles soient compatibles avec la RFE. Au niveau des documents de vente, nous allons pouvoir aussi contrôler les données obligatoires au niveau des factures, ainsi que réaliser un test de cohérence avec les données des tiers. Et puis pour ceux qui ont le suite chantier simplifié ou le suite chantier avancé, eh bien, nous pourrons intégrer des factures d'achat ainsi que le rapprochement avec les commandes ou les bons de réception qui auront été créés dans le suite chantier avancé. Nous avons donc une autre solution qui s'appelle OptimBTP. Donc OptimBTP propose un module DMAT. Alors ce module DMAT aujourd'hui, il s'appelle Chorus Pro. Donc ceux qui ont déjà ce module ont la possibilité de générer des factures au format FactureX. C'est bien là aussi une solution compatible. Cette solution OptimBTP pourra se connecter à plusieurs outils de dématérialisation ainsi que plusieurs plateformes agréées. Et donc, aujourd'hui, l'éditeur OptimFactory attend les dernières directives du gouvernement et celles des plateformes agréées pour finaliser ces développements. Donc, OptimBTP, pour l'instant, est un petit peu moins avancé que Sedge Batigest. Très simplement, Sedge Batigest dispose de sa propre plateforme agréée, alors qu'Optim va se connecter à plusieurs plateformes. Donc, il est en attente de directives pour savoir sur quelle plateforme il pourra notamment envoyer ses factures de sous-traitance et ses factures de co-traitance. Voilà pour les outils qu'Alticap propose aujourd'hui dans le monde du bâtiment. Et donc, une actualité très forte lors du premier trimestre 2026 que vous allez recevoir par l'intermédiaire de vos interlocuteurs commerciaux afin que l'on puisse vous accompagner dans la dématérialisation de vos factures. Voilà. Merci Benoît. Alors, nous arrivons du coup à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez nous poser vos questions si vous en avez via le chat à droite, comme l'a fait Véronique tout à l'heure. N'hésitez pas. Je sais qu'on en a répondu quand même à quelques-unes au cours de la présentation, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Une petite précision en attendant par rapport à ce que disait Benoît, hein, effectivement, nous avons d'un côté Sedge Batigest, qui est donc une solution compatible aujourd'hui, dans sa dernière version, avec un assistant de mise en conformité. Il l'a précisé, Sedge a développé sa propre plateforme agréée, c'est important de le savoir, et le fait d'avoir un contrat Batigest aussi donne accès à cette plateforme et à un nombre de flux d'échange de factures, qui est au nombre de 12 000, si je ne dis pas de bêtises, sur Batigest, hein, sans surcoût. C'est compris dans votre contrat d'assistance que vous payez déjà avec Batigest. Et puis OptimBTP, comme il l'a dit, qui a priori, lui, ne développera pas sa plateforme agréée, mais viendra se connecter à d'autres plateformes via des API. Mais ils sont en train de faire le choix de ces plateformes, parce que comme l'a précisé Gilles, il existe quand même 42 cas d'usage. Toutes les plateformes ne géreront pas tous les cas d'usage. Donc c'est important de voir par logiciel et par cœur de métier vers quelle plateforme on pourra aller. A priori, sur la partie Sedge annonce qu'ils géreront tous les cas d'usage. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début, hein, on est en pleine période de validation des préimmatriculations. Donc, on attend quand même la confirmation. Voilà. Alors, pendant que je parle, je vois que c'est en train d'écrire dans le chat, donc on va attendre un petit peu. Ah voilà.
Alors, nous travaillons sur Sage Comptabilité pour les factures fournisseurs. Devons-nous passer par Batigest systématiquement pour traiter des factures de sous-traitants? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que Batigest sera là pour donc générer des factures clients au format facture X. C'est une première chose. Et de l'autre cas, enfin de l'autre côté, vous avez donc les achats. Batigest va pouvoir importer des factures pour pouvoir alimenter le suivi de chantier. Donc, Carole, dans quel cas vous vous placez? Plutôt côté facturation client ou côté facture d'achat? Elle est en train d'écrire. D'accord, Réponse arrive. d'accord, Actuellement, il passe par les factures d'achat. d'accord, d'accord. Donc effectivement, pour les factures d'achat, hem, soit vous enregistrez la facture directement dans la comptabilité. L'autre solution, c'est d'intégrer, ces factures dans Batigest pour pouvoir alimenter le suivi de chantier et ensuite de renvoyer les factures dans la comptabilité. Ça va dépendre, du process qui vous correspond le mieux. Est-ce que, le fait d'intégrer la facture d'achat dans Batigest, est-ce que cette facture d'achat va être, heu vérifier rapidement par un conducteur de travaux pour pouvoir être ensuite envoyé en comptabilité, sans attendre trop de temps puisque bien évidemment vous devrez, heu, enregistrer la facture, dans votre outil de comptabilité. Enfin, il va falloir, étudier, ce cas, précis ou peut-être, changer vos process en interne pour que l'information aille au plus vite dans la comptabilité afin que vous puissiez payer votre, sous-traitant. Pour compléter ce que tu dis, Benoît, je crois qu'on a les deux possibilités côté Sedge, hein. On peut très bien effectivement avoir des factures qui arrivent dans la comptabilité proprement dite et faire qu'un travail comptable, ou on peut avoir effectivement des produits, enfin des factures qui arriveront dans le produit de facturation au sens large, un Batigest par exemple, pour pouvoir effectivement les traiter plus en amont de la partie comptabilité. Les deux sont possibles. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est la gestion des statuts. C'est-à-dire si vous devez ensuite effectivement confirmer un statut particulier, attention à ce que ce statut puisse être généré soit par votre système de gestion interne, soit via la plateforme, si la plateforme le permet. Et donc, vous disiez les factures d'achat seront validées version papier par les conducteurs. Donc ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Oui. Donc, donc effectivement, vous n'aurez plus de factures papier. Vous les recevrez sur l'APA et il faudra se poser la question, est-ce que, vous irez chercher les factures de l'APA pour les envoyer vers votre outil de comptabilité ou est-ce que ces factures-là passeront par Batigest dans un premier temps pour ensuite être envoyées en comptabilité? Vous Ou pourrez alors toujours effectivement. passer Oui. aussi par un outil comme Sage ACS qui Oui. vient récupérer donc toutes les factures d'achat et qui seront routées en fonction de est-ce que c'est plutôt une facture directe ou enfin une facture de frais généraux ou une facture chantier et que cette facture chantier, vous souhaitez eh bien, la transmettre dans Batigest pour pouvoir alimenter le suivi de chantier. J'arrive dans Batigest. Il sera toujours possible d'imprimer un lisible de la facture, ce qu'on appelle un lisible, c'est-à-dire l'ensemble des éléments obligatoires qui sont présents sur la facture. Mais c'est un peu idiot de revenir à une méthode papier, comme le disait Benoît, si on peut le faire d'une manière différente, notamment en automatique. Et je pense qu'effectivement, la solution ACS serait beaucoup plus adaptée. Ouais, exactement. Parce qu'autrement, si sans solution ACS ou une autre solution qui pourrait s'appeler Use, eh bien, vous serez obligé d'aller manuellement récupérer les factures sur la plateforme, alors qu'avec un outil comme ACS, eh bien, vous aurez toutes les factures seront captées dans l'outil et vous pourrez les rediriger
à l'endroit où vous souhaitez. Un Oui, vrai parce que workflow de validation des factures à plusieurs niveaux en plus, selon plusieurs critères. Donc effectivement, un outil comme ACS ou un autre est très Mmh. utile dans cette partie-là et ne nécessite plus pardon, d'imprimer pour pouvoir viser les factures et les valider. Voilà, et puis alors c'est vrai. vous aurez une traçabilité parfaite, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on a des flux de factures qui vont être relativement récurrents et réguliers, il va falloir effectivement que la gestion soit fluide à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous amuser d'attendre 15 jours, 3 semaines, 4 mois pour aller valider des factures. L'idéal en fin de compte, c'est que la méthodologie que vous mettrez en place soit la plus proche et la plus rapide pour que vous puissiez effectivement ne pas attendre pour la validation de ces factures. Donc, avec un outil comme ACS, ACS viendra capter les factures depuis la plateforme agréée. Elle enverra ces factures vers la comptabilité et vers Sedge Batiges pour que vous puissiez alimenter le suivi de chantier. Alors, bien évidemment, un outil comme Sedge ACS sera très intéressant pour des sociétés qui ont, je dirais, plus de 10 factures par mois. Pour une petite entreprise qui aurait quelques factures par mois, à la rigueur, on pourrait imaginer qu'elle aille chercher les documents sur la plateforme. Mais ACS, c'est vraiment un outil qui va vous faciliter la vie dans le cadre de la RFE. Question de Carole qui arrive. Environ Ah, 400 factures par alors, mois Bon, ça, sur 2 là, il y a, sociétés. Donc c'est une oui, gestion. ça a du là, sens d'automatiser effectivement. aucune question à se poser, c'est bien un outil comme Sage ACS ou Use qu'il vous faut, Carole. Des outils qui en plus peuvent proposer en option de l'archivage de factures, de l'archivage légal, qui va devenir obligatoire et qui n'est pas proposé par les plateformes agréées. Donc c'est important Oui. aussi d'avoir des outils comme ça pour faire toute cette partie archivage. Pour compléter un tout petit peu ce qui est dit, c'est que le rythme avec lequel on va travailler dans les prochains mois n'est pas forcément le rythme papier qu'on connaît aujourd'hui. Une facture, effectivement, qui va être émise à 24 heures au maximum pour arriver à son destinataire. C'est-à-dire que les PA doivent respecter un délai de transmission de 24 heures au maximum, hein, parce qu'une PA peut avoir des problèmes de maintenance ou de mise à jour. Donc, dans les 24 heures, vous recevrez effectivement la facture. Ça, c'est un point important. Ça veut dire aussi que dans l'autre sens, le paiement peut aussi être déclenché très rapidement et arriver par virement, par exemple, en moins d'une heure avec les paiements directs maintenant à votre comment dire, fournisseur. De l'autre côté, il faut bien comprendre aussi que si vous êtes une entreprise qui fait de la déclaration CA3 classique, vous devrez faire des déclarations d'e-reporting tous les 10 jours. Donc, tous les 10 jours, ça revient vite, hein. Ça veut dire que vous ferez 3 déclarations par mois. Ça veut dire que le rythme avec lequel on va travailler nécessite de ne pas prendre de retard sur les opérations de traitement à la fois de gestion et de comptabilité. Mais pas d'autres questions dans le chat apparemment. Ah. Ok, c'est clair, merci. Bon, ben voilà, c'est très bien pour conclure cette phase-là. Merci Gilles, merci Benoît pour vos interventions. Merci à tous pour votre écoute, pour votre temps passé avec nous. Et puis, vous allez recevoir le replay et le support du webinaire du jour. Puis, bah, je vous invite à rester connecté sur le site d'Alticap, puisqu'on en fait régulièrement des webinaires sur le sujet RFE et plus particulièrement sur tous les cas d'usage. Donc, restez connectés. Merci à tous et puis bah, bonne journée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Voilà.